Bonjour à tous. Donc effectivement, moi c'est Mylène. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter l'un des plus grands défis de la mobilité électrique qui est le système batterie. Et plus exactement, on va discuter des problématiques qui sont liées à la conception d'un système batterie selon des besoins, vos besoins idéalement. Donc aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Il va y avoir mon collègue Boris Berseneff qui va se présenter. Bonjour. Donc voilà, ingénieur de recherche. Oui, bonjour. Boris Berseneff, ingénieur-chercheur au CEA depuis 2011. Je travaille plus précisément sur le dimensionnement optimal des systèmes batteries et l'architecture électrique associée. Donc voilà. Ensuite, nous avons Daniel Chatroux. Bonjour. Pour ma part, je m'occupe d'un laboratoire qui s'appelle Architecture électrique et hybridation. On travaille sur les architectures électriques des systèmes batteries ou piles à combustible et leur intégration dans les véhicules. Et sinon, je suis aussi expert électronique de puissance, tout ce qui est conversion d'énergie électrique. Et au CEA, j'avais participé à démarrer l'activité véhicule électrique. Donc voilà, moi-même qui, niveau technique, je suis ingénieur de recherche sur les méthodes de dimensionnement pour des systèmes électriques. Et donc, côté Carnotto, nous avons… Bonjour, Emmanuel Damery. Moi, je suis directeur opérationnel de l'Institut Carnot Énergie du Futur. Et donc, je participe à la filière Carnotto, dont je vous parlerai dans quelques minutes. Et finalement… Bonjour, donc Joanne Lejaune, je suis en charge des partenariats industriels au département d'électricité et d'hydrogène pour les transports, dont font partie mes collègues. Donc voilà, et j'aurai l'occasion de revenir avec un slide pour vous présenter le département. Donc voilà, vous l'aurez compris, finalement aujourd'hui, ce webinaire s'inscrit dans la filière Carnotto, dont on va donner plus de précisions tout de suite avec Emmanuel. Alors Carnotto, c'est la contraction de Carnot et d'automobile. Carnot, c'est un label un peu particulier parce que c'est un label qui est accordé par le ministère de la Recherche pour favoriser les transferts entre la recherche publique et le monde de l'entreprise. L'idée là, c'est d'encourager et de professionnaliser cette filière d'excellence pour aider l'industrie française à être encore plus compétitive. Et donc Carnotto, c'est un regroupement de 9 instituts Carnot qui sont engagés pour la filière automobile et mobilité. Et comme on peut le voir sur la slide suivante, ouais. Voilà, qui sont engagés, et vous pouvez d'ailleurs avoir plus d'informations sur le site, qui sont engagés plus particulièrement envers les PME, les TPE, PME et ETI. Parce que l'idée là, c'est de renforcer un peu cette collaboration auprès d'entreprises qui ne sont pas familières de la recherche publique, et de montrer qu'il y a des gens qui travaillent sur des sujets hyper intéressants, comme vous allez le voir tout de suite, et qui peuvent vraiment apporter quelque chose. Donc, 9 instituts Carnot, c'est énorme, ça représente à peu près 8000 personnes qui travaillent dans des laboratoires de recherche publique. Ça représente à peu près 50 plateformes, différentes plateformes, on en parlera d'une un peu plus particulièrement aujourd'hui, mais qui sont vraiment, je dirais, organisées en réseau, parce que la force des Carnot, c'est de travailler en réseau. Si on n'a pas la compétence quelque part, on la trouve à côté et on se connaît tellement bien qu'on la trouve très facilement. Voilà, n'hésitez pas à regarder sur le site parce qu'il y a plein d'informations intéressantes. Je rends la parole à mes collègues. Donc, qui va repasser tout de suite pour notre… Donc, ok, donc mes collègues qui vont vous présenter le dimensionnement batterie font partie d'un département au sein du LITEN, donc le département, le DEHT. Donc, au sein de ce département, nous travaillons essentiellement sur 2 types de technologies, technologie batterie et technologie pile à combustible, qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et on travaille donc sur toute la chaîne de la valeur de développement de ces technologies. Donc des matériaux, donc la synthèse des matériaux du cœur de la batterie ou du cœur de pile à combustible jusqu'au développement de démonstrateurs, de maquettes de niveau TRL 5, 6 environ, en passant par toutes les étapes, donc développement des matériaux, du process, des composants. On parle d'intégration système et jusqu'au démonstrateur. N'oublions pas, au sein des batteries, la partie BMS et Battery Management System et toute la partie modélisation et dimensionnement qui font plutôt l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire quoi au sein de ce département? On s'adapte en fait par rapport aux demandes de nos partenaires. Un partenaire qui fait de l'électrochimie et qui a besoin
de développer une nouvelle cellule par rapport à la comparer à l'état de l'art, on est capable de développer de la cellule, de développer des cellules et de fabriquer des cellules lithium-ion jusqu'au test. Un partenaire qui a besoin de travailler sur la thermique, sur le design, sur l'électronique de puissance et tout, on s'occuperait d'acheter les cellules, de se fournir dans les cellules du commerce et de développer par rapport à sa demande. Donc voilà. Donc je vais laisser maintenant la main à mes collègues pour la partie surtout dimensionnement, modélisation et comment nous concevons ces packs batteries et la démarche associée. Merci beaucoup. Donc, effectivement, l'objectif de la session d'aujourd'hui, ça va être tout d'abord de présenter les différentes problématiques qui sont liées à la conception d'une batterie et à l'électrification d'une application, et on va essayer d'être le plus concret possible. L'objectif numéro 2, c'est aussi de présenter les méthodes et les outils qui sont présents, notamment au CEA, pour répondre à ces problématiques. Donc, le plan de la session d'aujourd'hui, on va déjà présenter c'est quoi une batterie, histoire que tout le monde soit d'accord sur c'est quoi une batterie et qu'on partage un certain vocabulaire. À partir de là, nous vous présenterons un cycle de conception de pack batterie. On verra que c'est une conception système. Et l'objectif, c'est quand même d'avoir un exemple concret, de l'illustrer via une électrification d'une pelleteuse, avant de faire un petit point sur les éléments essentiels à retenir. Donc, qu'est-ce qu'une batterie? Alors, pour se mettre d'accord sur le vocabulaire, une batterie, on va partir de la base qui est un accumulateur électrochimique ou, autrement dit, une cellule. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de vocabulaire général qui sont rentrés dans les dictionnaires. Donc, un accumulateur, si on regarde, je ne sais pas si vous voyez ma petite souris. Non, alors, excusez-moi. Voilà, donc là, l'accumulateur, vous le voyez ici, qu'on représente électriquement par ce symbole. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif réversible qui fournit de l'électricité et qui peut être rechargé. Ensuite, quand on va parler de modules, aujourd'hui, on va parler d'un ensemble d'accumulateurs qui sont mis en série et en parallèle. Alors, question de vocabulaire, on peut dire ici que nous avons 3 accumulateurs ou 3 cellules mises en série et elles sont mises en parallèle 2 à 2. Autrement dit, on peut aussi dire qu'on a 3 étages et 2 branches d'accumulateurs. Donc, vous retrouverez le vocabulaire tout au long de la session. Donc, sachant que ce n'est pas un vocabulaire qui est aujourd'hui normé. C'est du vocabulaire courant dans le domaine des batteries, mais il arrive que suivant les configurations, pour un même vocabulaire, on peut entendre 2 choses différentes. Mais aujourd'hui, on a choisi de définir ce vocabulaire et c'est celui-là qu'on utilisera tout au long de la présentation. Voilà. Il faut aussi savoir que généralement, les modules, on va essayer de faire en sorte que leur tension soit relativement faible. Alors, quand je parle de tension, finalement, ça va être la différence de potentiel entre le bas là des cellules et le haut des cellules. On va essayer de faire en sorte qu'ils soient environ inférieurs à 60 volts pour des questions de sécurité pour les personnes qui auront à les manipuler. Et ça va simplifier finalement la conception. Il n'y aura pas besoin de connecteurs spécifiques. Aussi, au niveau de la masse, on essaie de faire en sorte qu'ils soient inférieurs à 20 kg, toujours pour des raisons de manipulation. Vous avez à droite des exemples de cellules et de modules. Donc là, vous voyez, vous avez des cellules qui sont plutôt cylindriques. Vous avez un autre format qui va être prismatique. Et ici, sous format de pochette souple, ou autrement dit punch. Et qu'est-ce que c'est qu'une batterie? Ça va être encore un ensemble de modules mis en série et en parallèle. Et donc, vous voyez ici, par exemple, ce petit module constitué de 3 accumulateurs mis en série et avec 2 accumulateurs mis en parallèle, donc 2 branches et 3 étages. Et bien ici, on a mis 3 modules en parallèle, ce qui fait que finalement, la batterie, le pack batterie, est d'une architecture 3S, 6P, 3S pour dire 3 cellules mises en série, donc 3 étages, et 6P pour dire qu'il y a 6 branches. Donc voilà, maintenant qu'on est d'accord sur le vocabulaire, on va aussi se poser les questions, mais qu'est-ce que c'est qu'un accumulateur lithium-ion? En effet, on n'arrête pas d'entendre parler en ce moment d'accumulateurs lithium-ion, de batteries lithium-ion, et effectivement, c'est devenu quelque chose d'assez grand public qu'on va retrouver beaucoup, notamment dans les voitures électriques actuelles. Alors, une cellule lithium-ion, il faut savoir que le lithium se trouve toujours sous forme ionique. Vous voyez ici sur la petite image, donc en fait, on va avoir des ions lithium qui vont se balader dans un électrolyte. Donc l'électrolyte, ça va être le milieu bleu ici. Dans cet accumulateur, on va aussi retrouver une anode, donc une anode constituée finalement d'un film de cuivre sur lequel il va être déposé une matière à faible potentiel. Ici, ça va être du graphite. Et vous allez avoir une cathode qui va être constituée d'un petit film, on va dire, en aluminium.
et d'une matière qu'on va dire active. Et cette matière, ça va dépendre des chimies, mais typiquement ici, c'est du LCO. Donc, dans cette matière active. Et donc, comme vous pouvez le voir sur cette image, pendant la charge, les ions lithium vont s'insérer dans le graphite, et pendant la décharge, ils vont s'insérer finalement dans la matière active. Et c'est la différence de potentiel entre la matière active et la matière du côté négatif qui vont faire qu'on va avoir une tension aux bornes de l'accumulateur. Après, l'une des spécificités du lithium-ion, c'est qu'en fait, il n'y a aucune réaction chimique parasite ou presque aucune. Donc, ça signifie qu'en fait, on a un très bon rendement faradique. Autrement dit, entre la réaction chimique théorique idéale et ce qu'on obtient en réalité, on est quasiment à 100% de rendement. Donc ça, c'est très bon aussi pour des raisons énergétiques, on ne gaspille pas. Par contre, on va le voir dans les slides suivantes, ça signifie qu'on va avoir besoin d'un battery management system, autrement dit un système de gestion de la batterie. Alors pourquoi? En fait, dû à l'absence de réaction parasite, si malheureusement il arrive un événement extérieur type court-circuit ou que l'accumulateur en lui-même se met en défaut, eh bien, le courant de court-circuit sera forcément très élevé. Du fait qu'il n'y a pas de réaction parasite, on a quelque chose qui va être très énergétique. Et ça implique quoi? Ça implique qu'il va falloir mettre en place des fusibles à haut pouvoir de coupure. Donc, par exemple, les mettre en place dans le BMS. Aussi, il faut savoir que les petits ions lithium, ils ont du mal à s'insérer à l'anode quand il fait froid et qu'on essaie de charger la batterie. Et quand il se passe ça, quand ils ont du mal à s'insérer, ils risquent de créer un défaut à l'intérieur de l'accumulateur. Et ce défaut pourrait malheureusement conduire à un événement qu'on ne souhaite pas, un court-circuit à l'intérieur. Donc, le rôle du Battery Management System, ça va être par exemple d'interdire la charge à froid ou alors d'avoir une fonction qui va te dire « Ok, là, on va réchauffer la batterie et ensuite on pourra la charger ». Et enfin, l'une des dernières particularités des accumulateurs lithium-ion, c'est l'emballement thermique. Alors, qu'est-ce que l'emballement thermique? En fait, un accumulateur lithium-ion, si on commence à lui apporter de l'énergie thermique, de la chaleur, il risque d'y avoir des réactions qui vont se faire, qui elles-mêmes vont produire de la chaleur. Et en produisant de la chaleur, elles vont initier d'autres réactions chimiques qui vont produire de la chaleur, etc., etc. Et on appelle ça finalement une réaction chimique exothermique qui va malheureusement conduire finalement à la destruction de la cellule. Et quand celle-ci se détruit, quand celle-ci part en défaut, elle risque de réchauffer les petites voisines qui étaient autour. Et du coup, en se réchauffant, elles initient le même type de réaction exothermique. Et finalement, on a toute la batterie qui prendrait feu si on ne le prend pas en compte dans le design. Donc, heureusement, il y a des solutions. Donc, un design, si on parle de design, de méthode de conception, en général, on va parler de cycle en V. Donc, dans le cycle en V, on va retrouver la spécification du besoin, son analyse, un prédimensionnement. Ensuite, on va faire la conception détaillée, puis ensuite, on remonte le cycle en V avec les tests, cellules, modules, packs. Bien, malheureusement, ça, c'est faux. C'est faux. Pas tout à fait faux, mais le domaine de la batterie a une particularité. Cette particularité, c'est qu'en fait, on est obligé de se baser sur les cellules puisque c'est l'élément de base de la batterie. Et ces cellules, les fournisseurs ne vont pas forcément donner toutes les informations dont on va avoir besoin pour concevoir la batterie pour une certaine application. En effet, il faut savoir que les cellules électrochimiques actuellement sur le marché ont généralement été produites pour des applications type ordinateur portable ou cigarette électronique. Et par exemple, on va vouloir les mettre dans une pelleteuse. Bon, eh bien, forcément, les données fournisseurs ne vont pas correspondre à l'utilisation prévue. Donc, elles vont être incomplètes. Et donc, il va falloir faire des essais sur ces cellules pour obtenir ces données. Ces essais, c'est chronophage et ça peut être très cher. Donc là, par exemple, au CEA, il y a toute une équipe qui peut vous aider à définir les tests nécessaires, les effectuer et les analyser. Donc finalement, si on revient à notre cycle de conception, on est plutôt sur un cycle en W. Donc tout d'abord, vous allez avoir l'analyse et la spécification du besoin. Donc ça, c'est classique. Et à partir de là, on va faire une présélection technologique de l'accumulateur lithium-ion. Comme je vous avais dit, il y a différentes chimies.
bien là, on va pouvoir essayer de déterminer quelle est la meilleure chimie par rapport à l'application et aux besoins. Donc, avec cette présélection, on va pouvoir faire un premier prédimensionnement avec les données parcellaires qu'on a. Et donc, on va arriver avec une présélection de cellules. À partir de là, on va pouvoir s'approvisionner sur les cellules présélectionnées. Il faut faire attention, l'approvisionnement peut être long suivant les références. Et une fois qu'on les a reçues, on fera des tests, par exemple électriques, un peu plus poussés sur les cellules, qui va nous permettre de réaliser un prédimensionnement un peu plus approfondi, donc en ayant une meilleure connaissance. À partir de là, ça va encore finalement permettre de réduire le champ de recherche au niveau des cellules. On va resélectionner quelques cellules cibles et on va faire des tests poussés. Donc là, dans les tests poussés, nous avons indiqué notamment sur la sécurité, donc par exemple les emballements thermiques, mais on pourrait aussi imaginer des tests poussés sur finalement l'électrothermique de la cellule. Quel est son comportement en fonction de sa température, etc. Et une fois qu'on a ces données-là, on va pouvoir faire les architectures du pack. Alors, les architectures, il va y avoir des architectures électriques, électroniques, mécaniques et thermiques. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une conception système. À partir de là, il y a la preliminary design review, donc c'est-à-dire la phase où on va évaluer si les architectures, etc., elles ont été bien définies. Et si c'est validé, on va passer à la conception détaillée du pack. À partir de là, on va pouvoir réaliser un prototype, tester les sous-ensembles, puis tester le pack prototypé, par exemple, d'abord sur le côté fonctionnel, sur les performances, la calibration, puis peut-être sur les aspects sécurité, et enfin, on va essayer de l'intégrer dans le système. Alors attention, ce n'est qu'un exemple de cycle en W, potentiellement suivant certaines applications. Typiquement, là, dans les sous-ensembles, il y a le BMS. Si le BMS, on l'achète directement dans le commerce, peut-être qu'on va le tester en amont de la réalisation du prototype. Mais ce graphe, ça permet de vous montrer que c'est vraiment une conception système, que c'est multiphysique, multimétier. Donc, dans les métiers, on a listé électrochimique, électrique, électronique, thermique, mécanique, mais on pourrait aussi avoir les industriels, les métiers d'industrialisation, les métiers de process ou d'achat. Donc maintenant, on va essayer d'illustrer ce cycle en W de manière très, très concrète sur une pelleteuse. Et donc là, je vais laisser la parole à mon collègue. Ouais. Merci Mylène. Ouais. Voilà, donc l'idée de cette partie, ça va être d'essayer de prendre un cas concret, évidemment simplifié par rapport à la vraie vie, mais qui va nous permettre d'illustrer ce process de dimensionnement. Alors, la première étape, comme vous l'a dit Mylène, dans ce cycle en W qu'on propose, c'est l'analyse et la spécification du besoin. C'est un point qui est souvent négligé dans notre expérience et qui pourtant est qui est crucial. Parce que c'est lui qui va nous permettre de fixer toutes les hypothèses qui vont être très importantes pour la suite du dimensionnement. C'est le point de départ du travail de dimensionnement du pack batterie. Alors, on part en général d'une analyse fonctionnelle de l'engin, donc ici la pelleteuse. On va définir les contraintes extérieures, la plage de température d'utilisation, les environnements d'utilisation. Est-ce qu'on est dans un environnement poussiéreux? Ici, bah oui, donc c'est poussiéreux, atmosphère terrestre. On va être ici dans un environnement soumis à de fortes vibrations et chocs. Et on va être dans un usage qui est de type dépendant de la mission. C'est-à-dire qu'on peut avoir, suivant l'application qu'on envisage dans le domaine de la mobilité électrique, on peut avoir plusieurs profils de mission. On peut avoir des engins qui ont des profils de mission fixes, qui 90% du temps ou 100% du temps font la même mission. Donc là, c'est relativement assez simple de déterminer la puissance de sollicitation du pack batterie. Mais on peut avoir des engins comme une pelleteuse, par exemple, où d'une mission à l'autre, le profil de sollicitation va être complètement différent. Donc il va falloir qu'on se mette d'accord sur quel est le profil représentatif, le plus dimensionnant pour mon engin. On en parlera après. Un autre point important, ça va être la définition de la plage de tension du bus DC, donc sur lequel je vais venir connecter ma batterie, avec ou sans convertisseur. Mais c'est important de connaître la plage de tension dans laquelle va évoluer la batterie, parce que c'est un critère qui est très dimensionnant. Donc ici, on a pris une plage de tension classique dans le domaine du véhicule électrique avec une tension nominale autour de 400 volts. On a pris une plage de 300 à 530 volts. Ensuite, il va falloir définir les autres contraintes qui sont quel est le volume disponible pour mon pack et quelle est la masse disponible pour mon pack. Dans une application, on a volontairement un petit peu simplifié, on a pris une application qui est relativement simple. Ici, le volume et la masse ne sont pas très
dimensionnant. Évidemment, si on part sur des applications type aéronautique, là, on va avoir des contraintes de masse qui sont très importantes. Voilà, donc, chaque application a bien entendu ses propres contraintes. Voilà, donc l'analyse et la spécification du besoin, un point très important. Et dans cette spécification du besoin, un point qui est encore plus important, c'est le profil d'usage. Le profil d'usage, c'est quelle est la courbe temporelle de puissance requise pour effectuer la mission. Comme je disais, on peut avoir, suivant le type d'application, on peut avoir des applications qui sont avec mission unique ou des applications comme pour la pelleteuse où on a des missions très variées. Dans ce cas, comment est-ce que je définis mon profil d'usage? Est-ce que je vais prendre le pire cas, le cas moyen, un cas enveloppe? Voilà, c'est toutes ces questions qui sont très importantes à se poser parce qu'elles sont très dimensionnantes. On voit bien qu'entre un profil moyen et un profil à puissance max sur toute la durée du cycle, on n'aura pas du tout les mêmes énergies mises en jeu. Voilà. Donc, ce sont vraiment des questions très importantes à se poser. Et j'insiste parce que souvent, avec nos partenaires, ça a vraiment été des points. Quand on a négligé ces points, après, on a des problèmes au cours du dimensionnement, puisqu'au cours du dimensionnement, on se rend compte que le profil de mission n'est finalement pas très adapté, que ça engendre que ça a des conséquences sur le dimensionnement qui peuvent être défavorables. Voilà. Donc, dans ce cas-là, on a généré un profil qu'on a jugé type pour cette application. Donc, on a considérer une énergie totale pour faire le cycle, qui ne sera pas donc l'énergie de la batterie, mais l'énergie nécessaire, l'intégrale de la courbe, hein, qui est de 46 kWh, et une puissance max de 38 kW. Pour simplifier le problème, dans cette application, dans ce cas d'application, on considère qu'on n'a pas de contrainte sur la charge, et donc on a le temps qu'on veut, c'est-à-dire ici 12 heures, pour recharger la batterie. Donc ça veut dire que ici, la recharge ne sera pas dimensionnante. Si vous prenez des applications, notamment type véhicule électrique avec recharge en roulant ou recharge rapide, là, la charge peut devenir très dimensionnante. Et on a même des cas où c'est la charge qui va dimensionner le pack batterie et où la décharge ne sera finalement pas dimensionnante. Voilà. Donc, encore une fois, l'analyse, la spécification du besoin et notamment le profil d'usage en puissance, des choses très importantes sur lesquelles il faut regarder. Et il ne faut pas hésiter, même des fois, à faire une petite campagne de mesure. Si on a déjà, par exemple, une version de l'engin en version thermique qu'on souhaite électrifier, il ne faut pas hésiter à faire une petite campagne de mesure pour bien voir tous les cas qui peuvent être intéressants pour notre application. Une fois qu'on a spécifié notre besoin, l'étape d'après, dans le cycle en W, alors évidemment, là, on présente toutes les étapes, mais suivant les cas, on peut parfois chanter une ou plusieurs étapes. Mais dans le cas idéal où on souhaite vraiment passer par toutes les étapes du dimensionnement, on va faire ce qu'on appelle une présélection de la technologie de stockage en fonction du diagramme de Ragon. Donc, le diagramme de Ragon, c'est une façon de représenter les éléments les systèmes de stockage en fonction de leur énergie spécifique, donc en watts par kilogramme, sur l'axe des abscisses, et sur l'axe des ordonnées, la puissance spécifique, donc en watts par kilogramme. Ça permet en fait de trier les applications et les systèmes de stockage en fonction de la type d'application. Est-ce qu'on a plutôt une application qui est typée puissance, très puissance, auquel cas on va utiliser des super capas, ou alors une application qui est vraiment typée beaucoup plus énergie. L'avantage donc sur ce graphe de Ragon est représenté différents systèmes de stockage. On voit tout de suite que la solution lithium-ion permet d'adresser une grande partie des applications. Donc, on va avoir des batteries lithium-ion qui vont être capables de nous fournir de la puissance et à l'inverse, des batteries lithium-ion qui vont nous permettre de fournir beaucoup d'énergie. Donc, effectivement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le lithium-ion se développe dans toutes les applications de mobilité, hein, c'est clair. Il a pris le pas sur la plupart des autres systèmes de stockage, des autres technologies de stockage. C'est pour ça que le lithium-ion est une technologie très intéressante dans ce domaine-là. Donc, l'étape d'après, l'étape où on en est, c'est si on considère pour notre application que la solution la plus intéressante, c'est le lithium-ion, et bien maintenant, il va falloir choisir une technologie, une cellule, une ou plusieurs cellules parmi l'ensemble des cellules et des technologies lithium-ion qui existent. Vous n'êtes pas censé savoir, enfin, vous devez sans doute savoir qu'il existe au sein de la famille lithium-ion un certain nombre de technologies. On va avoir du NMC, du LFP, du NCA, du LCO, etc., etc., etc. Chacune de ces technologies
présente des avantages, des inconvénients en termes d'application puissance, d'application énergie, de sécurité, de niveau de tension. Voilà. Et donc, l'idée de ce premier dimensionnement basé sur le diagramme de Ragon, ça va être d'obtenir des premiers ordres de grandeur pour toutes ces technos. Donc, on a pour ça des outils qui vont nous permettre d'investiguer tout un ensemble de données stockées dans une grande base de données où on essaie de recenser un peu tout ce qui existe en matière de batterie lithium-ion. Et on peut faire à la fois une étude systématique en prenant chacune des cellules de la base de données, mais aussi des études plus théoriques en définissant des zones dans le diagramme de Ragon. En prenant, à cette étape-là, on va considérer la tension constante du pack batterie. Et donc, en regardant cette tension constante, on va être capable, dans un premier temps, de déterminer un nombre de cellules en série. Puis, après, on va déterminer un nombre de branches en parallèle en prenant le max du nombre de branches nécessaires pour avoir l'énergie et du nombre de branches nécessaires pour avoir la puissance. On va prendre le max des deux. Et donc, tout ça va nous donner, pour chacune des cellules de la base de données et pour chacune des points qu'on aura rentré dans l'outil, va nous donner un dimensionnement. Voilà. Donc ici, par exemple, on va s'intéresser, ce que vous voyez sur le diagramme de droite, vous avez sur l'axe des abscisses le ratio entre la puissance spécifique, specific power, SP sur SE, donc le ratio entre la puissance spécifique et l'énergie spécifique. Et sur l'axe des ordonnées, vous avez la masse totale de cellules. Et donc là, dans notre application, on va chercher à apprendre à minimiser la masse totale de cellules. Et donc on voit, pour ce cas simple, que la technologie lithium la plus intéressante va être les technologies NMC ou NCA. Voilà. L'autre exercice qu'on aurait pu faire, qu'on n'a pas fait ici, parce que c'est un exemple relativement simple, c'est prendre les cellules réellement existantes dans la base de données et faire des dimensionnements et voir ce qu'on obtient. C'est ce qu'on visualise sur le graphe de gauche qu'on a fait pour une autre application, où on a les points noirs, ce sont des cellules qui sont dans notre base de données et qui nous donnent un certain dimensionnement pour chacune de ces cellules. Et les points plutôt colorés, ça, ce sont des dimensionnements plutôt théoriques où on va mettre des points dans le diagramme de Ragon, donc énergie spécifique, puissance spécifique, et on va faire un troisième axe qui est une masse théorique de cellules, donc en partant de 10 grammes jusqu'à 1 kg, et ça va nous permettre d'obtenir des dimensionnements théoriques qui vont nous permettre d'aller après de voir quels sont les trous manquants dans la raquette, par exemple. On a beau avoir beaucoup de données dans notre base de données, on n'a pas forcément toutes les cellules. Et on peut s'apercevoir que pour certaines configurations de puissance spécifique, d'énergie spécifique et de masse de cellules, ça peut être la configuration optimale pour notre application et que cette configuration optimale n'existe pas chez aucun fournisseur de cellules ne la propose. Donc après, suivant le volume de cellules qu'on imagine pour notre application, on pourra aller voir un fournisseur en lui disant ça serait bien que vous nous fabriquiez cette cellule qui est telle caractéristique. Voilà. Donc là, pour revenir à notre application, on arrive à avoir un pack batterie en termes de masse de cellules qui est autour de 200 kg. Donc après, pour estimer la masse de pack, il faut multiplier par ce qu'on appelle un facteur d'intégration entre 1,5 pour les systèmes très très performants en termes d'intégration, jusqu'à 2 sur des systèmes où on a un peu de place. Donc là, si on prend 2, ça nous fait un pack entre 400 et 600 kg. Ce qui fait qu'on tombe bien dans la masse critique qu'on avait définie dans les contraintes. Voilà. Ce qui n'est pas pris en compte à cette étape dans le dimensionnement, c'est le critère sécurité. D'accord ? Évidemment, après, suivant les technologies, on va avoir des cinétiques de combustion, des énergies dissipées qui sont différentes. Mais cette première étape, en fait, va nous permettre de se fixer des ordres de grandeur, voilà, et de s'orienter vers quelques choix de technologies, voire de cellules. Une fois qu'on a fait ça, l'étape d'après, ça va être d'essayer de dimensionner plus précisément notre configuration série parallèle de pack batterie. Donc, une première façon de le faire, c'est de le faire à la main. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Je vais vous montrer après ce qu'on fait où on est beaucoup plus précis en simulation. Mais ça, l'avantage de cette démarche à la main, c'est que ça permet de bien comprendre le principe du dimensionnement. Donc, mettons qu'on soit parti sur une technologie, qu'on ait identifié une ou plusieurs technologies.
par exemple ici une technologie cellule 18650 NMC de référence XX, on sait que la tension cellule a une excursion comprise entre 2,5 et 4,2 volts, que sa tension nominale est de 3,6 volts et que sa capacité nominale est de 3 ampères-heure. Alors pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le monde des batteries, une capacité de 3 ampères-heure, les ampères-heure c'est homogène à des coulombs, donc c'est une quantité de charge, c'est la quantité de charge comprise dans la batterie. Et pourquoi est-ce qu'on l'exprime sous cette unité qui n'est pas une unité du système international? C'est parce que 3 ampères-heure, quand on dit je décharge ma batterie à un régime de 1C, ça veut dire que pour cette batterie, je vais appliquer un courant de 3 ampères qui va me permettre de décharger ma batterie pendant 1 heure. Voilà. Et si tu appliques un courant de 6 ampères, par contre, malheureusement, la durée de vie de la batterie, son autonomie sera uniquement de 30 minutes. Oui, voilà. Donc, un régime de 1C me permet de décharger ma batterie pendant 1 heure. Un régime de 2C me permet de décharger ma batterie en 30 minutes. Voilà. Un régime de 0,5C me permet de décharger ma batterie en 2 heures. Et donc, on calcule le courant associé à ce régime en fonction de la capacité nominale de la batterie. Donc, si je décharge ma batterie à 2C, je vais décharger ma batterie en 30 minutes avec un courant de 6 ampères. Si je la décharge à 0,5C, je vais décharger ma batterie en 2 heures avec un courant de 1,5 ampères. Voilà. La première étape, c'est connaître le nombre de cellules à mettre en série. Donc, pour ça, je vais utiliser mon excursion de tension pour mon bus DC, donc entre 300 volts et 530 volts. Donc, mon nombre minimal de cellules, ça va être 530 divisé par la tension min de ma cellule, donc 120 cellules. Et mon nombre max de cellules, ça va être 530 volts divisé par la tension max de cellules, 126 cellules. Pour minimiser les effets de bord dans ce calcul à la main, on va prendre 125 cellules en série, ce qui nous donne une excursion de tension pour notre pack batterie compris entre 313 et 525 volts. Donc, on est bien entre les limites définies pour le bus DC. Et une tension nominale, donc de 125 fois 3,6 volts, 450 volts. Ensuite, il nous faut connaître le nombre de cellules à mettre en parallèle, ou le nombre de branches à mettre en parallèle. Pour ça, j'ai 2 contraintes à regarder, c'est l'énergie et la puissance à fournir pour le cycle. Dans le cadre de l'énergie, je sais que mon cycle il faut que je fournisse 46 kWh. Donc, je calcule en prenant cette énergie divisée par la tension nominale du pack fois la capacité nominale d'une cellule, ce qui me donne, il va me falloir au minimum 34 branches, tandis que si je fais le calcul avec la puissance, je tombe sur 4 branches. Donc, je vais prendre le max des deux, 34 branches. Donc, 34 cellules en parallèle, 34 branches en parallèle, ce qui me donne un courant max de 100 ampères. Et donc, j'ai une configuration qui va être 125S, 34P. 125 cellules en série, 34 cellules en parallèle. Ce qui me donne au total 4250 cellules, soit 198 kg de matrice cellule, donc uniquement de masse cellule, et 0,7 m3. Aussi, en petit détail, on peut voir ici que l'énergie est bien plus dimensionnante que la puissance dans cette application. Oui, tout à fait, exactement. Et donc, à l'inverse, on peut avoir des applications où c'est la puissance qui va être très dimensionnante, et auquel cas, on va devoir mettre beaucoup de branches en parallèle, et on aura beaucoup trop d'énergie par rapport à l'énergie du cycle. Mais ça, c'est du fait de la contrainte de puissance. Il peut aussi arriver des cas où c'est le nombre de cellules en série qui va être dimensionnant. Donc, si je prends par exemple des applications avec des bus DC à 800 volts, on va devoir mettre beaucoup de cellules en série. Et il peut arriver des cas où on va être obligé de surdimensionner en énergie pour pouvoir fournir la tension du bus DC. Dans ces cas-là, se pose la question d'intégrer un convertisseur entre le bus DC et la batterie. Voilà. Donc, dans notre cas un peu simplifié de pelleteuse, ici, dans ce premier prédimensionnement électrique à la main, je pars sur 125 cellules en série et 34 cellules en parallèle. Alors, dans la vraie vie, ce prédimensionnement électrique, le problème, c'est qu'il ne tient pas compte de l'évolution de la tension des cellules en fonction de l'état de charge de la batterie. Donc, on a illustré ça avec ce qu'on appelle les courbes de décharge galvanostatiques, c'est-à-dire à courant constant. Donc, je vais soumettre ma cellule à différents courants que je maintiens constants entre un état de charge de 0%,
de 100% et un état de charge de 0%. C'est ce que vous avez en abscisse. Là, c'est la capacité déchargée. Donc là, ma cellule fait 3 ampères-heure. Et donc, je la décharge entre 0 ampère-heure et 3 ampères-heure. Et ce qu'on voit, c'est que la tension évolue entre 4 et 2,5 volts. Et que plus j'applique un régime important, donc un courant important sur ma cellule, plus en fait, ça va être difficile de faire bouger rapidement les ions lithium dans ma batterie. Et donc, plus je vais avoir du mal à tirer et plus je vais avoir, en quelque sorte, un freinage des électrons, donc de manière simplifiée. Donc, en quelque sorte, on va avoir une résistance interne qui augmente. Et donc, ça va se caractériser par une chute de tension. Voilà, on peut voir, par exemple, qu'entre la courbe bleue à 1,7 C, donc 5 ampères, et la courbe verte, la dernière tout en bas, à 8,3 C, 25 ampères, j'ai une chute de tension de 0,4 volts. Donc, si vous multipliez par 125 cellules en série, ça donne une chute de tension importante. Donc ça, malheureusement, dans le calcul à la main, je ne peux pas en tenir compte. Donc, si je fais un dimensionnement à la main, il va falloir que pour en tenir compte malgré tout, il va falloir que je surdimensionne mon application. Donc, pour éviter ça, on a développé au CEA des outils qui vont nous permettre de tester toutes les configurations série parallèle possibles à tous les états de charge et tous les courants de décharge de la cellule. Et donc, ça va nous permettre finalement de tenir compte des évolutions de tension dues à l'état de charge de la cellule et dues aux différents pics de puissance du profil de sollicitation. Et donc, ça va nous permettre de calculer quelle est la configuration série parallèle optimale. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, ça, c'est une des sorties de nos algorithmes. Donc, vous voyez, pour le cas d'application qu'on a considéré ici, donc vous voyez qu'on a tout un ensemble de configurations série parallèle, donc 127S 35P, 114S 39P, voilà, etc., avec le nombre de cellules totales, l'énergie nominale, la capacité nominale, etc., etc. Et ce qui va nous intéresser, ça va être évidemment, dans notre cas ici, ça va être de minimiser le nombre de cellules. Ça va minimiser tout simplement le coût de la batterie, tout en s'assurant qu'on arrive à faire la mission. Voilà, exactement. C'est le cas optimal. Exactement. Donc là, en l'occurrence, ça va être la configuration 127S35P, 4445 cellules. On a aussi... après, il ne faut pas oublier que quand on sélectionne une configuration, il ne faut pas oublier qu'après, on va l'intégrer, notamment mécaniquement. Donc, on va s'arranger pour que le nombre d'étages ou tout simplement le nombre de branches soit facilement divisible. Voilà, exactement. Qu'on ait le plus grand nombre de diviseurs pour pouvoir faire les modules, en fait, les modules avec le nombre de cellules qu'on veut, le plus flexible possible, quoi. Si vous tombez sur deux nombres premiers, par exemple, ça va être compliqué après de diviser les modules de diviser le pack batterie en plus petits modules. Donc là, par exemple, on retient un certain nombre de solutions qui finalement, en masse totale, sont assez proches, puisque la solution optimale fait 207 kg. Là, on a deux autres configurations, 124S 36P et 130S 35P, qui sont en termes de masse proches, mais qui vont être plus intéressantes en termes de divisibilité en sous-modules. Voilà, donc pour la suite de cet exemple, on va partir sur cette configuration, 124S 36P, 4464 cellules. Alors, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que vraiment, on exploite au maximum le soc batterie. Donc, on part de quasiment 100% de soc batterie, 99,5%, et on arrive à un soc batterie inférieur à 1%. Alors ça, en termes donc ça, c'est un dimensionnement théorique. Après, en termes d'intégration et de gestion, c'est pas souhaitable. Notamment pour préserver la durée de vie de la batterie, on va plutôt se fixer des limites de soc, compris entre par exemple, on va le voir après, entre 90 et 20% ou 10% de soc batterie. Voilà. Donc, si je fais un zoom sur cette configuration 124S 36P,
L'avantage de nos outils, c'est qu'on va être capable de visualiser à tout instant du cycle de sollicitation les caractéristiques de la batterie. Là, vous avez les tensions batterie, les tensions cellules et les tensions pack. Vous avez l'évolution de l'état de charge de la batterie. Vous avez l'évolution du régime de charge appliqué à la batterie et l'évolution du courant batterie. Donc voilà, donc tous ces paramètres vont nous permettre de vérifier que notre dimensionnement satisfait bien aux exigences, vont nous permettre de calculer les pertes, etc., etc. Alors, si, comme je le disais tout à l'heure, je réalise maintenant un autre dimensionnement en fixant des contraintes de SOC qui sont plus réalistes, plus souhaitables en termes de vieillissement de batterie. Donc, je vais par exemple considérer que mon SOC, je veux qu'il évolue entre 10% et 90% d'état de charge. Dans ce cas-là, voilà, donc la contrainte est respectée sur l'ensemble de ces dimensionnements. Et dans ce cas-là, je vais sélectionner mon dimensionnement qui me semble le plus approprié en termes de minimisation de masse batterie, tout en gardant de la flexibilité sur le nombre de cellules en série et le nombre d'étages par rapport à leur divisibilité après en sous-modules. Et donc là, par exemple, j'ai deux configurations. Alors, ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on n'obtient pas, par exemple, dans un dimensionnement à la main, ce qu'on voit là, c'est qu'on a deux configurations qui sont identiques en termes de nombre de cellules, 5544, mais avec des configurations différentes. Une première configuration 126S 44P et une deuxième configuration 132S 42P. Donc, au final, si on multiplie les deux nombres S et P, on a le même nombre de cellules, mais on a des comportements batterie qui sont différents. Là, vous avez sur votre gauche la configuration 132S 42P et à droite la configuration 126S 44P. Et donc, dans un cas, évidemment, comme on a plus de cellules en série, on aura une tension qui est supérieure et donc un courant qui est plus faible. Voilà. Et donc, alors, c'est souvent, on va souvent, d'un point de vue système, d'un point de vue génie électrique, on va plutôt sélectionner cette configuration-là puisqu'elle va nous permettre de réduire les courants dans l'application et donc de réduire les pertes. Donc, c'est tout l'avantage de ces outils de simulation, ça va être de pouvoir investiguer un grand nombre de configurations très facilement, très rapidement, chose qu'on ne peut pas faire à la main. Donc, une fois qu'on a utilisé nos outils d'optimisation, et merci Boris pour tout ce bel exemple, eh bien, on va pouvoir commander les cellules et faire les tests poussés sur les cellules qui ont été sélectionnées grâce au prédimensionnement réalisé en amont. Donc, quelles vont être les données qu'on va essayer d'obtenir via ces essais? Alors, on peut chercher à obtenir tout d'abord un comportement électrothermique. Par exemple, il faut savoir que la chute de tension d'une cellule au cours de sa décharge va dépendre effectivement du courant qu'on va lui tirer, mais aussi de sa température. Et son comportement thermique va être influencé par à la fois son courant, son état de charge et sa température. Oui, en fait, effectivement, les prédimensionnements qu'on a vus juste avant ne tenaient pas compte de la température. À ce stade, c'est trop complexe d'en prendre compte. Par contre, effectivement, comme dit Mylène, des essais complets, notamment en pulse de courant, à différents régimes de décharge ou de charge, et même de charge, je n'ai pas parlé de la charge avant, mais à différents régimes de charge et de décharge et à différentes températures, vont nous permettre, et j'en parlerai juste après, de fitter un modèle électrothermique qui, là, va nous permettre d'obtenir un dimensionnement encore plus précis et qui tient compte de la température. Voilà, merci. Aussi, dans les questions qu'on va avoir, ça va être quelles sont les températures critiques. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé d'emballement thermique. Et bien là, on va essayer de savoir à partir de quelle température j'ai ce risque-là. Donc, pour ça, on va pouvoir faire des essais ARC. Donc, ARC, c'est Accelerating Rate Calorimetry. Donc, typiquement, là, vous avez une courbe d'un essai ARC sur une référence de cellule Y. Et bon, c'est juste pour vous montrer que voilà, il va falloir les faire dans certaines conditions, avec une certaine caractérisation. Et ça, pareil, on est capable de le faire au CEA. Ensuite, l'une des questions qu'on va se poser, et que là, on espère quand même trouver dans les données fournisseurs, ça va être, est-ce qu'on va avoir besoin de mettre en pression ou pas les cellules? Alors, ce n'est pas le cas généralement pour les cellules cylindriques, mais pour tout ce qui va être cellules de format pochette, voire prismatique, effectivement, il vous faudra peut-être appliquer une certaine pression au niveau de la cellule, parce que pendant l'usage, potentiellement, elle risque de gonfler.
Aussi, d'un point de vue sécurité, quand on va analyser une cellule, on va essayer de savoir s'il y a des protections internes, par exemple, contre les courts-circuits. Donc là, on peut faire, par exemple, vous avez ici un exemple de tomographie. On va essayer de savoir quelles sont les protections vraiment à l'intérieur de la cellule vis-à-vis des surcharges. L'évacuation des gaz en cas d'événements qui sont critiques pour la cellule. La cellule va, avec ses réactions chimiques, créer des gaz, et ces gaz, à un moment donné, il va falloir qu'ils s'échappent. Et du coup, la question, c'est le fabricant a prévu cet échappement où ça? Vers l'électrode positive, sur le côté. Donc voilà, pour ça, il faut parfois réaliser des tomographies ou d'autres méthodes. Ça dépend de l'application et de savoir qu'est-ce qu'on cherche et donc du coup, quelle est la meilleure méthode pour y arriver. Voilà. Donc, pour terminer sur le dimensionnement, les deux méthodes que je vous ai présentées avant, ce sont plus des méthodes de prédimensionnement qui permettent de se fixer des ordres de grandeur, d'identifier des technologies intéressantes. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait un certain nombre de tests, on va être capable, notamment à partir des essais en pulse de courant, de fitter des modèles qu'on appelle électrothermiques. Donc l'idée, c'est que ça va être de représenter les évolutions des caractéristiques électriques de la cellule, le courant, la tension, l'état de charge, en fonction de tous les paramètres extérieurs, température, et notamment en fonction de la température. En fait, pour être précis, le courant qu'on va pouvoir tirer sur une batterie, sa chute de tension, dépendent de l'état de charge et de sa température. Et donc, l'idée, c'est d'avoir suffisamment réfléchi en amont sur le prédimensionnement pour aller identifier un certain nombre de références, mais pas trop, parce qu'après, les essais coûtent cher et prennent du temps. Voilà, exactement. Et donc, on va aller faire ces essais sur nos cellules identifiées qui vont nous permettre d'identifier les paramètres de notre modèle, qui, lui, va nous permettre de faire le dimensionnement final très précis, puisque c'est un dimensionnement électrothermique. Et l'intérêt aussi de ce modèle électrothermique, ça va être qu'on va pouvoir le coupler avec des modèles, notamment de vieillissement. Voilà. Voilà. Et donc, la sortie de cette étude de dimensionnement électrothermique, eh ben, c'est le dimensionnement final qu'on va utiliser pour le design mécanique, thermique et électrique. Alors, une fois qu'on aura fait tout ce pré-design et qu'on aura finalement figé le nombre de cellules qu'on doit mettre en série et parallèle, eh bien, l'une des questions qu'on va avoir, c'est quelle va être la meilleure architecture électrique du pack. Là, vous avez un petit exemple sur la figure de gauche. Vous avez finalement deux mêmes architectures qui sont 3S, 2P. Sauf que, comme vous pouvez le voir, par exemple, ici, à droite, ce n'est pas relié entre les accumulateurs qui ont été mis en parallèle. Et dans le cas de droite aussi, on a deux battery management systems, on va dire des systèmes de gestion de la batterie qu'on appelle parfois esclaves. Donc, chacun va surveiller finalement que 3 cellules. Donc, ce cas de droite est beaucoup plus sécuritaire, mais forcément, il est aussi plus cher et volumineux. Donc, là, comme dans tout dimensionnement, il va falloir faire le meilleur compromis suivant nos besoins et les contraintes qu'on a. Alors, dans les questions aussi qu'on va se poser quand on va faire l'architecture électrique du pack, ça va être au niveau de la connectique de puissance. Quel type de soudure on va faire sur la cellule? Et déjà, est-ce qu'on va appliquer tout simplement, est-ce qu'on va faire des soudures? Ou est-ce qu'on va utiliser une autre connectique? Quels sont les matériaux qu'on va pouvoir utiliser? Quelle va être sa résistance de cette connectique? Parce que parfois, on se focalise beaucoup sur la résistance des cellules, à l'intérieur des cellules, mais finalement, si on ne fait pas attention à ce qu'on met derrière, peut-être qu'il aurait fallu trouver le juste milieu. Aussi, au niveau des mesures, il va falloir mesurer les tensions aux bornes des cellules, notamment pour faire des équilibrages, des choses comme ça. Donc, il va falloir prendre une bonne connectique de mesure, la tension pack, les courants, les températures, quelles sont les précisions requises pour l'application, leurs emplacements idéaux. Et aussi, il va falloir mettre en place des protections. Donc, comme on vous avait dit, peut-être des fusibles à haut pouvoir de coupure. Il va falloir aussi protéger potentiellement de surcourant, de surcharge, surdécharge. Prévoir des mises à la terre lors de la charge pour protéger l'utilisateur. Et il va aussi falloir faire attention aux distances et aux matériaux d'isolement en cas de défaut ou si jamais, par exemple, l'atmosphère est un peu humide, ce serait dommage qu'il y ait un claquage. Donc, ça, ce sont plein de choses à prendre en compte quand on fait le design du pack au niveau de l'architecture électrique. Et comme vous l'avez dit, c'est multimétier, donc il n'y aura pas que l'architecture électrique, il va aussi y avoir l'architecture électronique.
Donc, comme on vous l'a bien, je pense, précisé et répété, le Battery Management System, c'est nécessaire, notamment pour respecter la plage de tension des cellules. Il faut savoir que si on laisse brancher le chargeur, enfin pas brancher, mais si on laisse le chargeur débiter du courant à l'infini, la cellule va être en surcharge et c'est là qu'elle peut se mettre en défaut. Donc, il faut bien qu'il y ait un système de management qui dise non, là, on coupe la charge. Il doit aussi surveiller qu'il n'y ait pas de surdécharge. Il permet aussi l'équilibrage des cellules et permet des fois de les isoler en cas de défaut. Alors, par exemple, ce BMS, suivant les applications, donc on peut bien imaginer que des applications du type aéronautique, on va prendre des BMS spécifiques qu'on va spécifier, on va fabriquer exprès pour notre application. Pour des systèmes plus simples, potentiellement, on peut prendre des BMS du commerce. On va aussi se poser les questions de précision, des niveaux de tension et de courant à gérer. Quel est le meilleur système de communication, quel est finalement le système de communication qui pourra communiquer avec le système autour. Et après, dans les architectures, on peut avoir des maîtresses claves, séries parallèles, etc., etc. Donc, tout ça, ce sont des choses à prendre en compte quand on va faire l'architecture électronique du pack. Après, dans les autres métiers impactés, il va y avoir la thermique. Alors, il y a deux types entre guillemets, d'architecture thermique qu'il va falloir penser, mais qui vont devoir cohabiter dans le pack. Il va y avoir le management thermique dans le cadre fonctionnel, c'est-à-dire que pendant que le pack est en fonctionnement, les cellules peuvent un petit peu s'échauffer, donc il faudra évacuer les calories. Dans les conditions nominales. Voilà, dans les conditions nominales, merci. Et aussi, il faut faire attention à l'environnement du pack. Donc, on peut bien imaginer que, par exemple, un engin qui est à l'extérieur et qui gèle, qui fait moins 20 degrés comme à Grenoble parfois, du coup, il va peut-être falloir protéger le pack et le réchauffer avant sa recharge. Il y a aussi une autre architecture thermique qu'il va falloir mettre en place, c'est en cas d'emballement thermique, il faudra le prévoir. Est-ce qu'il peut avoir lieu? Oui, dans ce cas-là, comment est-ce que je prémunis d'une propagation d'emballement thermique? Et donc, comme on vous l'a montré, il va y avoir les conditions nominales, prévenir du vieillissement, des performances. Ensuite, on va essayer de prévenir l'emballement thermique. Et ensuite, on va essayer de le gérer pour éviter que ça se propage. Et donc là, comme vous pouvez le voir, donc ça, c'est une flèche de temps. Et finalement, les temps pour réagir et pour agir sont différents suivant ce qu'on cherche à gérer. Un point important en termes de gestion thermique, si je peux me permettre, c'est que il est inconcevable de considérer qu'une batterie ne peut pas s'emballer. Certains fournisseurs vous diront que ma batterie ne s'emballe pas, etc. D'un point de vue sécurité système, c'est inconcevable. Il faut concevoir un système qui est pas capable de prévenir et de gérer un emballement thermique. C'est vraiment un point important. Il faut plutôt qu'il est capable de… Oui, ouais. Et ensuite, il y a l'architecture mécanique. Donc, vous imaginez bien, on vous a parlé de connectique, d'électronique, de cellules à mettre en place et de systèmes de refroidissement ou d'évacuation de calories à mettre autour. Donc, tout ça, il va falloir l'intégrer dans une boîte. Eh bien, c'est pas simple. C'est pas simplement je mets tout dans la boîte et je vais faire en sorte que ça fonctionne. Il va vraiment falloir penser notamment l'assemblage. Comment est-ce qu'on va assembler les cellules dans le module, assembler les modules entre eux. Comme on vous disait, on essaie de faire en sorte que déjà, au niveau module, les tensions à manipuler ne sont pas trop dangereuses, notamment pour les personnes qui vont faire cet assemblage. Donc là, typiquement, sur la photo de droite, vous avez une personne qui fait l'assemblage. Elle a une tenue de protection au cas où il y a un petit souci, qu'elle soit minimum protégée. Il va aussi falloir penser aux connecteurs, aux isolations d'électrique, et ils vont avoir des contraintes de coût, mais aussi de recyclabilité des matériaux, de désassemblage de ces matériaux aisés, plus facile, histoire d'essayer de recycler au maximum les matériaux de la batterie. Il va aussi y avoir des contraintes forcément volumiques, massiques, pour certains vibratoires, cyclage thermique, les pressions, est-ce qu'on est dans un environnement chimiquement compliqué, comme les milieux salins dans le maritime? Donc tout ça, ce sont vraiment des problématiques à prendre en compte, ce n'est pas juste une boîte. Donc, finalement, une fois qu'on a défini toutes ces architectures électriques, électroniques, mécaniques et thermiques, la suite logique va être de faire la conception détaillée du pack et après réaliser le prototype et faire les tests. L'une des choses à noter, et c'est quoi le lien entre les différentes architectures, on reparle encore une fois des fonctions de sécurité. Effectivement, donc,
la sécurité, c'est au cœur de toutes les fonctions et c'est ce qui va être le tronc commun entre les différentes architectures. Donc, c'est un travail qu'on ne doit pas, c'est pas seulement multimétier, mais ça doit être des métiers qui doivent dialoguer entre eux pendant la conception. C'est toute la difficulté de la conception du pack batterie, c'est d'intégrer ces 4 architectures et pour en faire un système qui est sûr. Donc, dans les points à retenir, tout d'abord que la conception d'un système batterie, ce n'est pas un cycle en V, mais plutôt quelque chose qui va ressembler à un cycle en W. Il va y avoir 2 phases. Ces phases vont être certainement itératives parce que des fois, on peut penser avoir trouvé la bonne cellule et en faisant les tests poussés, on se rend compte, non, elle avait un gros défaut, un vice caché. Bon, très bien, on recommence depuis le départ. Ça peut arriver. Notamment, on s'aperçoit notamment qu'en termes de vieillissement, par exemple, que certaines cellules qui peuvent présenter des performances électriques intéressantes ne sont pas très bonnes en vieillissement, par exemple. Donc voilà, donc c'est des choses à retenir, que c'est un processus qui peut être un peu long. Aussi, l'une des choses qu'on souhaite que vous reteniez, c'est que finalement, tout ce cycle en W et toute cette conception de système batterie, donc vous avez vu, n'est pas très simple. Elle se base sur une chose, c'est le profil de mission, la spécification du besoin. Donc, autrement dit, si on se rate, entre guillemets, sur la définition du profil de mission ou se rate sur le besoin, malheureusement, on risque d'avoir du mal à concevoir un système qui va vraiment répondre à l'application. Donc, il faut passer du temps et il faut accepter de passer du temps sur la définition du besoin. Parce qu'après, tout le design se base dessus et c'est après que ça coûte cher. Donc, autant passer du temps sur quelque chose qui peut-être coûte un poil moins cher. Et ensuite, donc, une fois qu'on peut suivre le cycle en W, et nous, au CEA, nous sommes capables de vous aider tout au long de ce cycle, de vous accompagner. Par contre, voilà, l'industrialisation, ce n'est pas notre rôle. Mais pour ça, il y a plein de gens qui savent très bien faire. Donc, voilà. Aussi, à retenir, c'est que les conceptions de l'architecture électrique électronique, la complexité va dépendre de l'application. On sent bien que les applications aéronautiques ou maritimes vont être un peu plus complexes que finalement un petit robot qui va fonctionner tout seul dans le désert. Enfin, quoique les températures sont un peu élevées. Et le BMS, donc attention, Battery Management System, ça ne veut pas dire sécurité. C'est absolument nécessaire, mais parfois ce ne sera pas suffisant. C'est pour ça aussi qu'on vous a parlé des architectures thermiques ou architectures électriques, mécaniques. Voilà. Donc, en résumé, c'est une conception multiphysique, multimétier. Donc, c'est aussi assez passionnant, comme ça permet de dialoguer avec différentes compétences. Ça nécessite aussi un retour d'expérience, c'est-à-dire que, voilà, à force de designer des batteries, on se rend compte, il vaut peut-être mieux faire cette étape avant. Là, il faut prendre ça en compte. Puis je connais cette telle technologie qui sera super bien. Et la sécurité, encore une fois, c'est un sujet qui est complexe et qui demande vraiment une attention particulière, notamment sur le processus de dimensionnement. Donc voilà, on a fini avec la présentation technique et donc ça va être le tour des questions. Merci pour votre attention. Merci. Pour présentation très complète. Alors, on a eu quelques questions dans la partie questions-réponses que je vais passer dans l'ordre. Donc, la première question qui vous est posée, c'est est-ce qu'on pourrait récupérer le support de présentation? On a une question, mais qui n'a pas été répondue totalement dans la préparation. Si vous êtes tous là. On mettra en ligne une version qui sera peut-être un petit peu expurgée, mais on mettra en ligne une version. Ok, parfait. Donc, du coup, on vous enverra en fait la version publique de la présentation. Alors, autre question donc, de Eric. Quel est le temps de cycle moyen d'un cycle W? Oula. En fait, ça dépend beaucoup des applications et en particulier de la première phase dont on a parlé, qui est en fait l'analyse du besoin et donc le cycle d'usage pour l'application. Par exemple, quand on a commencé à aborder les sujets aéronautiques, la bonne compréhension des besoins complets, c'est pas loin d'une année
on avait estimé des temps de l'ordre de 6 mois. Donc, et dans la pratique, ça s'est plutôt rapproché d'une année, ce qui fait que des temps de l'ordre de 2 ans, par exemple. Donc, en fait, ça dépend du retour d'expérience qu'on a déjà sur l'application. Ouais. Mais donc, 1 an, c'est très court. 2 ans, c'est plus réaliste. Pour un nouveau sujet complexe, ça peut être plus. Ça peut être à peu près 3 ans, 3 ans et demi, si vraiment le sujet est complexe. Et puis, ça dépend effectivement des contraintes, des exigences. Il y a des sujets plus ou moins simples à traiter. Aujourd'hui, en fait, là où ça peut prendre pas mal de temps, c'est des environnements dans lesquels la partie sécurité est vraiment très importante. Par exemple, si on est en environnement tunnel, si on est en environnement confiné, s'il y a à prendre en compte des risques qui sont complexes. Est-ce que je vois une petite question? C'est vrai qu'on a… Pouvez-vous rappeler la signification du mot SOC? J'interviens parce que c'est un point important, c'est State of Charge. Donc, c'est l'état de charge de la batterie. Voilà, désolé de ne pas avoir détaillé l'acronyme. Ok. Alors, pourquoi ne parler que de batterie lithium-ion alors qu'il en existe plein d'autres? Mais pour la mobilité, je comprends. Y en a-t-il d'autres? Donc, question de Luc. Alors, sur cette partie-là, on a un retour d'expérience important. Et puis, je vais en profiter pour indiquer pourquoi la voiture électrique a émergé plusieurs fois et plusieurs fois la voiture électrique a disparu. Et puis, est-ce que c'est suite à une théorie du complot des pétroliers ou pas? Donc, je peux répondre à ces 2 points. En fait, il y a une très, très grosse différence entre les anciennes générations de batteries et le lithium-ion. Les anciennes technologies de batterie sont des technologies de batterie à base d'eau, plomb acide, donc de l'eau avec de l'acide, plomb avec de la potasse pour le cadmium-nickel, le nickel-métal-hydrure. Et deuxième chose, ce sont plutôt des plaques et l'ordre de grandeur, d'épaisseur des plaques est plutôt de l'ordre du millimètre. Quand on passe au lithium-ion, on change complètement de domaine. On n'est plus du tout dans l'eau et on est plutôt sur des feuillards d'aluminium qui font 20 microns, des feuillards de cuivre qui font 10 microns, des dépôts sur le cuivre et l'aluminium qui font quelques dizaines de microns. Donc, on est plutôt sur des objets finalement de très faible épaisseur, enfin, où le bobinage est très faible épaisseur et où on a une excellente conduction de l'aluminium, du cuivre, une très faible épaisseur de longueur pour la transition des ions d'un côté à l'autre de l'électrode, et donc des résistances internes beaucoup, beaucoup plus faibles. Donc ça, c'est la technique. Qu'en est-il pour l'aspect véhicule? Pour l'aspect véhicule, au tout début de l'activité, on avait racheté une AX électrique avec des batteries à base de cadmium-nickel. Avec 14 kWh de batterie, on faisait 60 km. On a mis du lithium-ion à la place avec 13 kWh de batterie, donc 10% de moins. On faisait 130 km, donc on a plus de doublé l'autonomie. Alors, à quoi est-ce que c'est dû? C'est dû en fait au fait que les batteries lithium-ion ont à la fois beaucoup d'énergie, plus que les anciennes technologies, mais aussi que même le lithium-ion de forte énergie est capable de délivrer beaucoup de puissance. L'AX, ancienne génération à base de cadmium-nickel, n'était pas capable de monter les côtes raides, elle n'était pas capable d'aller en montagne, ce genre de choses, parce que la batterie n'était pas capable de sortir suffisamment de puissance. Déjà, lorsqu'on était sur route et qu'on roulait tranquillement à 80 km/h, c'était plus que le maximum tolérable pour la batterie. On voit aujourd'hui, on est passé au lithium-ion, une voiture type une Tesla et un véhicule de très forte autonomie et de très très forte puissance. C'est ça qu'offre le lithium-ion. C'est là où le lithium-ion est une révolution, c'est que le lithium-ion offre beaucoup d'énergie et en même temps beaucoup de puissance. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut pour les applications voitures électriques.
Donc, sur la petite AX qu'on avait, le fait de passer des anciennes techno au lithium-ion, au niveau comportement et performance, c'était le jour et la nuit, on doublait l'autonomie. Et dans le passé, en fait, il y a eu des histoires qui ont fait croire qu'en fait, il y avait une théorie du complot sur les véhicules électriques. Il y avait aux États-Unis, GM qui avait fait des voitures au plomb, qui les a fabriquées, qui les a rachetées et qui les a détruites. Et bien, en fait, c'est qu'avec les batteries qu'ils avaient mis à l'intérieur, les batteries avec une tellement faible durée de vie, ça coûtait une fortune pour le fabricant de devoir tous les X milliers de kilomètres changer la batterie parce qu'elle était morte, que pour eux, c'était beaucoup moins cher de tout acheter et de détruire les véhicules. Après, dans le domaine donc là, on parle de la mobilité. C'est clair que le lithium est le plus adapté. On ne parle pas des technologies futures, potentielles, qui vont arriver. C'est vraiment l'état de l'art aujourd'hui. Dans le domaine du stationnaire, par exemple, pour faire du soutien au réseau, voilà, dans le domaine du soutien au réseau, évidemment, d'autres technologies de stockage sont utilisées, peuvent être utilisées, puisqu'on n'aura pas le même besoin en puissance. Voilà. Il y a aussi un autre aspect qui est important à avoir en tête dans le cas du lithium-ion, c'est qu'on est dans le cas d'une technologie qui est apparue non pas à cause du véhicule électrique, mais qui a été réutilisée pour le véhicule électrique. Le lithium-ion, en fait, a été fait pour les objets nomades. Donc, le lithium-ion date des années 90. C'est Sony qui a fait les premiers accumulateurs. Et ça a été fait pour les objets nomades à l'époque, type Walkman, téléphone portable, ordinateur portable. Le grand standard aujourd'hui des accumulateurs qui ont été montrés dans la présentation, c'est un format cylindrique, 18 mm de diamètre, 65 mm de long, qui est le format à l'arrière des ordinateurs portables. Et c'est le marché des objets nomades qui a permis de développer le lithium-ion. Puis, comme le lithium-ion est devenu performant, on a pu en faire des voitures. Et comme les prix ont chuté de manière démentielle depuis 10 ans, ça chute à peu près d'un facteur 10, et bien en fait, c'est devenu accessible pour l'outillage électroportatif, c'est devenu accessible pour la mobilité électrique. Donc, il y a un point aussi qui est important dès qu'on parle de technologie, c'est est-ce que la technologie est emportée par un marché? C'est ce qui s'est passé ici, c'est un marché qui était tout à fait autre, qui a emporté, qui a permis de faire le lithium-ion. On l'a réutilisé pour l'outillage électroportatif, on l'a réutilisé pour les voitures, et aujourd'hui, on en est tout au début des véhicules électriques et hybrides rechargeables. On commence juste à avoir des vrais accumulateurs lithium-ion faits pour la mobilité. Merci pour vos réponses. Je propose qu'on passe à la question d'après. En fait, on a pas mal de questions dans l'outil questions-réponses. Donc, question de Jean-Baptiste. Existe-t-il des petits systèmes d'enregistrement embarqués, par exemple pour les vélos électriques, qui peuvent enregistrer les courants et tensions consommés pour que l'utilisateur puisse connaître la durée de vie restante de la batterie, un peu comme c'est le cas sur les téléphones? La réponse est oui. Enfin, c'est le rôle du BMS. C'est le rôle du BMS. Ouais, en fait, techniquement, c'est tout à fait faisable. Il y a certains BMS où c'est fait. Et après, c'est juste, j'ai pas en tête de produits qu'on pourrait facilement acheter pour mettre sur un véhicule électrique, sur un vélo électrique. Mais en fait, techniquement, ça pose vraiment aucune difficulté. Ouais. D'ailleurs, nous, on a une activité qui consiste justement sur des voitures, des véhicules plus lourds, de faire du monitoring, c'est-à-dire qu'effectivement, on rajoute des petits systèmes d'enregistrement qui viennent dialoguer, par exemple, avec le réseau CAN du véhicule pour récupérer les informations de courant et tension et pouvoir les enregistrer. Par contre, la difficulté souvent, c'est d'avoir accès aux infos. Il faut que le fabricant ouvre ses livres et qu'on puisse, sur le réseau CAN, savoir où sont codées les informations courant et tension. Alors après, là, j'imagine que dans la question, ce que Jean-Baptiste entend par durée de vie restante de la batterie, c'est l'état de charge. Parce que si on parle de durée de vie en tant que telle, c'est plutôt le vieillissement. Et là, par contre, c'est quelque chose de plus complexe. C'est ce qu'on appelait le SOH, le State of Health. Et c'est comment, à partir des données d'utilisation de la batterie,
en direct, comment est-ce que j'évalue le vieillissement de ma batterie. Là, c'est des choses qu'on fait basées sur des modèles de vieillissement, mais c'est assez complexe. Voilà, c'est beaucoup plus complexe. Ouais. Ok, merci de cette réponse. Donc, la question suivante de Riyad. C'est quoi l'objectif de multiplier le poids obtenu des cellules par un facteur d'intégration entre 1,5 et 2? Est-ce que c'est le poids de l'ensemble électronique de puissance, les convertisseurs DC-DC, câbles, etc.? Alors, c'est pour passer de… En fait, le dimensionnement tel que présenté là dans la présentation, c'est la masse, les chiffres qu'on présentait, c'est la masse totale de cellules. Donc, si j'additionne toutes les cellules que j'ai dans ma configuration série parallèle, et après, c'est comment est-ce que je passe de cette masse pure de cellules à la masse de mon pack batterie. Donc là, effectivement, il faut rajouter la masse de la connectique, donc ce qu'on appelle les bus bars, comment est-ce que je connecte les cellules entre elles, les connecteurs, les câbles, l'électronique, le casing qui enveloppe tout ça, l'architecture mécanique. Donc, voilà. Donc, le système de refroidissement, voilà. C'est vraiment à l'intérieur du pack. En fait, c'est vrai qu'on a l'habitude d'acheter une batterie. Par exemple, la batterie de nos véhicules, au plomb, on va l'acheter, c'est un carré, mais en fait, dedans, il y a beaucoup de connectiques, il y a des petites cartes électroniques, il y a potentiellement des fois des systèmes de refroidissement, donc un peu de tuyauterie. Et donc, voilà. Donc, ce qui est couramment observé dans le domaine du véhicule électrique, par exemple sur une Tesla ou une Zoé, c'est qu'on a un ratio de 1,8 à peu près. Et par contre, des applications où la sécurité est très importante, on peut avoir des ratios d'intégration plus importants aussi. Oui, tout à fait. Parce qu'il va falloir espacer les cellules, mettre des matériaux entre les cellules, voilà, tout ce genre de choses. Ok, merci. Question de Bruno. Pourquoi ce choix de 300 volts et 530 volts? Bon, alors ça, c'est moi qui ai fait le choix. Donc ça, c'était vraiment une illustration pour le webinaire. Donc c'est un choix fictif. Honnêtement, par contre, dans les véhicules, effectivement, ce qu'on va retrouver dans l'automobile, ça va plutôt être des packs à 400 volts. Dans les bus, plutôt vers les 800 volts. Donc, pour une pelleteuse, effectivement, on s'est dit que voilà, pour des moteurs électriques, 300 530 volts, ce serait l'ordre de grandeur. On a toujours une plage de tension sur le bus DC par rapport à la tolérance des équipements, une tension min, une tension max, quoi. Et pourquoi pas, hein, on peut observer ce genre de plage de tension sur un bus 400 volts. Si on parle des voitures, aujourd'hui, c'est plutôt très standardisé. On dit qu'il y a un pack 400 volts sur les voitures. Mais en fait, c'est un tout petit peu en dessous de 400 volts. Et c'est standardisé sur beaucoup de voitures à 96 cellules en série, 196 étages en série. Et en fait, c'est plutôt des aspects mathématiques. Ça permet de faire 8 modules de 12 cellules en série ou 12 modules de 8 cellules en série. Donc ça, c'est pour la partie batterie. Et pourquoi aux environs de 400 volts? Là, c'est plutôt par rapport aux composants des convertisseurs et des onduleurs moteurs. Il y a des transistors qu'on appelle IGBT, transistors bipolaires à grille isolée, qui sont prévus pour 600 volts et qui, classiquement, sont utilisés aux environs de 400 volts. Donc, c'est l'existence de composants d'électronique de puissance qui a fait se standardiser des packs aux environs de 400 volts. Et après, le bon sens de réalisation qui fait qu'aujourd'hui, il y a la plupart des packs batteries que je connais pour 400 volts qui sont avec 96 cellules en série. Et ce qui est important de retenir, c'est que la tension batterie n'est pas constante, n'est jamais constante, qu'elle dépend de l'état de charge et en instantané du courant qu'on tire dessus et de la température. Pour compléter, comme le disait Boris au cours de son exposé, à un moment, il a dû parler de 4,2 volts. 4,2 volts, c'est la tension pleine charge. Tu parlais de tension mine de 2,5 volts. Donc, classiquement, un pack batterie varie presque d'un facteur 2. Avec la résistance interne des cellules, lorsqu'on tire des pics de courant, on peut partir d'un facteur 2. Donc, d'où les ordres de grandeur qu'on a vu ici entre 300 volts et 530 volts. Ça peut être cet ordre de grandeur ou un petit peu plus de plage de variation de tension. Merci beaucoup. Question de Riyad. La puissance dimensionnante, est-ce que ça correspond à la puissance max dans le profil d'usage? Oui, tout à fait. Tout à fait. Parfait. Question de Violaine. Pourquoi faut-il maintenir la state of charge entre 10 et 90%? Alors, c'est une très bonne question.
c'est un exemple. Alors, l'idée, en fait, c'est dans un usage industriel de ma batterie, je vais essayer de minimiser son vieillissement. Et on sait qu'un des facteurs du vieillissement, c'est d'utiliser la batterie à des états de charge élevés ou bas. Donc, c'est pour ça que ce serait étudié plus précisément dans un cas d'application réelle, mais là, pour ce cas simple de dimensionnement, on a choisi de faire un dimensionnement avec un état de charge compris entre 10% et 90%. En fait, les matériaux sur les électrodes sont un peu moins stables quand la batterie est chargée à 100%, où tous les ions lithium sont d'un côté, donc tous les ions lithium sont dans le graphite, ou déchargés presque totalement, où là c'est le contraire. Donc c'est pour ça que du point de vue vieillissement, on cherche plutôt à rester dans la plage style 1090 ou 1080, dans la mesure du possible. Question suivante de Mathias sur la diapo 32. On nous explique qu'il est plus sûr de séparer deux branches en parallèle. Pourquoi est-ce mieux? Relation maître-esclave. Alors, oui, effectivement, on avait donné donc, pourquoi est-ce que c'est mieux de séparer? Effectivement, quand on va charger une cellule d'un côté, en fait, elle risque de déséquilibrer, enfin, de recharger aussi la cellule. Enfin, c'est plus pour l'équilibrage, notamment, que ça va être mieux. Je ne sais pas si on peut revenir justement à cette fameuse diapo 32. Voilà, merci. Plus facile d'expliquer quand il y a l'image. Donc, en fait, effectivement, des fois, on va préférer cette configuration. Donc, Daniel… on peut l'aborder d'une autre manière. En fait, on a des applications dans lesquelles ce qu'on cherche à faire, c'est assurer de la continuité de service. Donc, si un accumulateur commence à être en défaut ou trop chaud, etc., on veut malgré tout continuer à rouler ou continuer à voler ou à naviguer. Ce qui est illustré à droite, là, avec les deux branches en parallèle, on se rapproche plus d'une architecture qui serait tolérante aux défauts d'un accumulateur, puisque ce qu'on ferait dans la pratique, c'est qu'on rajouterait des contacteurs et on isolerait la branche en défaut et puis on continuerait à fonctionner avec celle qui est en bon état. Après, c'est un compromis finalement technico-économique. Les cartes de BMS ont un coût quand même non négligeable dans la batterie. Donc, on préfère assez classiquement, pour des questions de coût, la structure de gauche où on a un BMS unique et des accumulateurs en parallèle. Pour des applications qui sont plus exigeantes du point de vue de la continuité de service, dans ce cas-là, on peut tendre vers des architectures comme celle de droite, avec le fait de se payer 2 BMS et de pouvoir assurer plus de continuité de service. En fait, on a toute une activité sur les architectures électriques qui, en fonction de rajout, soit de contacteurs, soit de composants autres qui s'ouvrent, soit d'électronique de puissance, on cherche à isoler une partie en défaut ou une partie déjà déchargée pour continuer à fonctionner avec le reste qui est encore opérationnel. Merci de ce retour. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est on va faire une petite pause dans la séance questions-réponses, simplement pour vous parler d'un événement qui va avoir lieu, qui s'organise, qui est le Challenge Flash, qui va avoir lieu le 26 mai pour rencontrer les experts, justement, batterie et visiter la plateforme à Grenoble. Alors, je ne sais pas si Johan est toujours là. Oui, il est toujours là. Donc, je vais retourner la caméra vers les personnes. On reprendra les questions-réponses juste après. Ouais. Avec Emmanuel, hein. Oui. Donc, l'idée là du Challenge Flash, c'est vraiment de rencontrer les experts sur place et non plus derrière un écran, de voir le matériel qui est utilisé. Nos lignes pilotes. Sur effectivement la ligne pilote et de vraiment poser des questions et d'essayer d'approfondir un peu le sujet. Pour ceux qui sont intéressés, ça peut être très, très intéressant. Et développer des synergies possibles entre nous. Hein. C'est le but aussi de tout ça. Hein. Voilà, donc ça sera donc le 26 mai. Donc l'organisation reste encore à définir avec, à Grenoble. Donc, ce sera sur le centre de Grenoble, ça c'est sûr.
toute la journée. On vous accueillera avec Mylène et avec les équipes. Donc, ce sera l'occasion de rencontrer aussi bien la partie des gens comme moi, au niveau contractuel, tout ça, comment on peut travailler au sein du réseau Carnoto aussi, je rappelle. Enfin, on est là aussi dans le but de développer les partenariats au sein de Carnoto, avec aussi au sein du CEA, et aussi de rencontrer surtout les équipes techniques pour approfondir tous ces sujets. Voilà. Donc, au niveau de l'inscription, ça sera directement en ligne. Ceux qui sont intéressés peuvent directement cliquer en ligne, et puis après, on reviendra vers vous avec les modalités pratiques. Voilà. Voilà, donc justement, en fait, on va vous demander pour nous aider à organiser ce challenge flash, si vous pouviez juste répondre à ce sondage pour savoir si vous êtes a priori intéressé pour visiter la plateforme batterie. Comme ça permettra aux organisateurs de savoir comment organiser ce challenge flash. Donc, on va vous laisser quelques instants pour répondre à ce sondage. Vous pouvez également continuer à poser des questions dans le chat. En tout cas, merci beaucoup d'être aussi prolifique sur la partie questions-réponses. C'est très agréable. Voilà, donc merci beaucoup. On vous laisse encore une minute pour répondre au sondage et puis vous serez recontactés pour ceux qui sont intéressés par ce challenge flash par Carnoto directement. De toute façon, vous aurez des informations sur la tenue du challenge flash. Ok, merci beaucoup pour vos réponses. Vous êtes la plupart d'entre vous a répondu au sondage. Donc, on va revenir sur la séance questions-réponses et donc prendre la question qui suit, qui est celle-ci, de Quentin. Est-il possible de capter l'emballement thermique avant qu'il ne soit trop tard, par exemple en captant les gaz qui sont émis par la batterie? Alors, c'est un sujet qu'on développe. Ouais, Oui. Ce sont des sujets sur lesquels on travaille. Tout à fait. Voilà, Quand je vais répondre, oui. ça va être non, mais je vais répondre. Oui, ce sont des sujets qu'on travaille activement aujourd'hui. La sécurité des batteries est un axe fort et fait partie de notre stratégie globale au CEA. Par contre, vous en doutez bien que ce sont des travaux qui sont confidentiels. Et aujourd'hui, ce fameux challenge flash pourra, suivant les différents interlocuteurs qu'on aura, on pourra moduler plus ou moins notre discours sur ce sujet. Voilà. Bon, juste un point. Un petit point si tu veux. Oui, non, juste un point, c'est de dire que l'énergie mise en jeu et la puissance mise en jeu lors d'un emballement thermique est gigantesque. Voilà. Par rapport en termes d'ordre de grandeur. Voilà. Et la modélisation liée à cet emballement thermique, c'est une nouvelle science, on peut le dire aujourd'hui. Oui, alors je ne sais pas si vous entendez très bien comme c'est derrière, mais effectivement, la modélisation, ce que dit Joanne, c'est que la modélisation de l'emballement thermique, c'est une science qui est nouvelle, voilà. multidomaine, multiphysique, et donc c'est des choses qui sont en cours. Voilà. Voilà. On n'est pas encore capable de répondre à toutes les questions, mais voilà. c'est en cours. Voilà. Et donc, juste, voilà, les énergies mises en jeu sont très importantes par rapport au volume disponible. Donc, c'est une problématique qui est très compliquée. Sujet clos. Sinon, il est possible de détecter des choses donc, et d'agir avant effectivement qu'il soit trop tard. Donc, c'est le but de ce genre d'action. Merci pour toutes vos réponses. Donc, une question de Nicolas. Avez-vous évalué les différentes solutions de système de refroidissement des batteries, type de fluide, air, eau, plaque ou immersion, etc. Oui, on a fait une étude très récemment, assez récemment, il y a 2 ans. On a étudié l'intégralité des solutions qui existent dans la littérature sur les systèmes de refroidissement en gestion nominale et en gestion non nominale. Enfin, donc oui. Et nous avons tout un laboratoire spécifique qui travaille sur ces actions-là depuis une dizaine d'années maintenant. Voilà. Et sinon, je compléterai un peu le besoin. En fait, initialement, on avait pas mal travaillé sur les systèmes de refroidissement. Et aujourd'hui, ce qu'on installe plutôt sur les packs batteries, c'est des systèmes complets de conditionnement. C'est-à-dire qu'initialement, les gens pensaient que la problématique principale pour la durée de vie, c'était de la haute température.
C'est pour ça que les packs batteries étaient munis de refroidissement. Donc, une autre chose à savoir et dont Mylène a parlé, c'est que à froid, il peut y avoir des dépôts de lithium métal sur le pôle négatif. Donc, le lithium-ion, au lieu de s'insérer dans le graphite, vient se déposer en surface et donc sous forme de lithium métal. Et ça, c'est une dégradation rapide de la capacité de la batterie. Donc, on la fait vieillir très rapidement. Donc, aujourd'hui, en fait, ça va plus loin que des systèmes tout simplement de refroidissement. C'est des systèmes de conditionnement en température pour à la fois refroidir quand il fait trop chaud et à basse température, éventuellement réchauffer ou réchauffer avant de charger ou maintenir le pack en température. Donc, un petit peu plus complexe du point de vue du besoin du système de thermique. Merci. Arrivera-t-on un jour à égaliser la capacité de stockage des hydrocarbures? Une question de Marc. La chimie ne le permet pas, non. Donc, tout le tableau de Mendeleïev ne permet pas de faire ceci. Quand on est dans le cas des domaines des accumulateurs, aujourd'hui, on est à quelques centaines de wattheures par kilo. Donc, pour lithium-ion, aujourd'hui, 200-250 wattheures par kilo. Les hydrocarbures, aujourd'hui, on est de l'ordre de 10 ou 11 kilowattheures par kilo, donc c'est-à-dire à peu près 6 fois plus. Donc, l'électrochimie ne permet pas d'atteindre ce genre d'énergie. Même avec un rendement de 30% sur la conversion d'hydrocarbures. Donc, on a des avantages. Ouais. Question suivante de Mathias. Quelles stratégies sont utilisées actuellement pour évacuer du pack batterie les gaz issus de la réaction des cellules? Notre business dev nous dit que c'est confidentiel. En fait, on peut parler de choses qui existent, par exemple, dans les véhicules. Si on prend le cas d'une Tesla, par exemple, il faut imaginer un pack de Tesla comme utilisant des milliers de cellules de format d'ordinateur portable, donc qui ont été associés, par exemple, 7000 accumulateurs d'ordinateurs portables, un petit peu améliorés et modifiés. Et il y a tout un design du pack batterie qui a été très étudié pour le refroidissement, pour les pertes, les résistances internes, la gestion thermique, etc. Et pour l'évacuation des gaz. Donc, si une des cellules finalement dégaze, le but, c'est d'avoir une zone pour laisser passer la flamme et l'évacuer sur les côtés de la voiture. Et ce sont les vidéos qu'on voit sur Internet aujourd'hui, quand une Tesla commence à brûler. Et bien, en fait, il y a des flammes, des petites flammes qui sortent sur le côté de la batterie. Il y a des petits trous sur toute la longueur de la batterie pour évacuer les gaz, même s'ils sont en feu. En sachant qu'aujourd'hui, le système n'est pas encore très au point. On a des vidéos de Tesla qui s'enflamment quasiment instantanément, alors que les futures normes vont demander quelques minutes pour pouvoir laisser le temps aux utilisateurs de sortir de la voiture avant 5 minutes. La norme impose 5 minutes. Voilà. La norme impose 5 minutes au pack batterie avant qu'il s'enflamme. La future norme impose 5 minutes. La future norme, excusez-moi. La future norme imposera 5 minutes. Voilà. De quoi laisser le temps aux utilisateurs de sortir du véhicule avant un embrasement généralisé, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Question de Grégoire. Une question concernant la liaison des cellules entre elles. On entend parler de bus bar. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Matériaux, fabrication. Sont-ils différents selon le type de cellule? Donc, alors en fait, aujourd'hui, on a soit des petites cellules format ordinateur portable. Dans ce cas-là, en fait, on parle de clinquants parce que ce sont plutôt des matériaux fins qui sont utilisés, des aciers nickelés, des aciers base nickel, qu'on vient souder par points, par exemple, sur les cellules. C'est ce qu'on retrouve, c'est la même technologie de fabrication que pour les accumulateurs de visseuses, par exemple, dans l'outillage électroportatif. Quand on a, comme dans le cas de Tesla, beaucoup d'accumulateurs à relier en parallèle, ben en fait, on a à la fois une plaque de nickel, soudée à une plaque de cuivre,
pour laisser passer les centaines d'ampères. Donc, on a besoin de plaques de cuivre pour faire la liaison entre les groupes d'accumulateurs en parallèle. Sur d'autres packs batteries, pack batterie de Zoé, pack batterie de BMW, là, on parle de bus bar. Donc, en fait, physiquement, ce sont des plaques beaucoup plus épaisses, 3-4 mm d'épaisseur, par exemple de 20 mm de large, pour avoir suffisamment de sections, cette fois-ci plutôt en cuivre ou en aluminium. Le cuivre conduit très bien l'électricité, est facile à raccorder. L'aluminium est un peu plus léger et conduit très bien l'électricité. Donc, les deux technologies existent. Et oui, c'est différent suivant le type de… Et donc, pour la deuxième partie de la question, oui, c'est différent. Pour les cylindriques, c'est plutôt, comme je le disais, acier nickelé ou acier nickelé plus plaque de cuivre. Soudure laser. Soudure par point, parfois sur du laser. Pour les grosses cellules de type ce qu'il y a dans une Zoé, ce qu'il y a dans une BMW, là, on est plutôt, pour l'un, dans un prismatique, pour l'autre, dans un putsch. Et là, ce sont plutôt des bus bars et soudés laser pour avoir une excellente qualité de soudure et une résistance parasite minimisée entre l'accumulateur et la barre de liaison. On a vu aussi du vissé sur les prismatiques. Oui. Il y a aussi un peu de vissé au passage. En fait, ce sont les différentes techniques qui sont plutôt utilisées dans le domaine du génie électrique, de l'électronique de puissance. Oui, il n'y a rien de… Ce sont les techniques classiques pour faire passer des forts courants de manière fiable dans le temps et avec très peu de pertes et d'échauffement. Merci beaucoup de cette réponse. Alors, on va prendre deux dernières questions puisqu'on va devoir rendre l'antenne prochainement. Donc, on va prendre cette question de Michel. Quels sont les matériaux incontournables à utiliser pour réaliser l'isolation électrique, le thermal management ou la barrière au feu? Mieux vaut-il les placer intermodule ou intermodule? Ça dépend de l'application. En fait, globalement, c'est plein de questions en une seule question. Et c'est une bonne partie de ce qu'on fait finalement lorsqu'on fait une conception système. C'est-à-dire que là, dans la présentation, vous avez parlé des dimensionnements, mais après, il y a la mise en œuvre des technologies. Et si on parle d'isolation électrique, un pack batterie de Zoé, par exemple, qui va être relié à un chargeur connecté au secteur, le secteur va amener des surtensions de plusieurs milliers de volts dès qu'il y a un peu de foudre, d'orage à proximité. Donc, en fait, toute l'isolation électrique du pack batterie va être conçue par rapport à ces niveaux de tension. Il faut aussi tenir finalement le cas de l'emballement thermique si on a un problème au niveau de la batterie. Donc, il faut aussi concevoir ça par rapport au risque de départ de feu des accumulateurs. Par rapport à ça, l'accumulateur qui va dégazer peut faire une flamme. Il va falloir gérer là où la flamme va passer. Donc, en fait, globalement, je ne peux pas répondre de manière simple à la question parce qu'elle est très complexe et en fait, et qui traduit plutôt la complexité de la conception système qu'on est obligé de traiter. Et c'est ce qui était important dans ce qu'on disait tout à l'heure dans la présentation qu'a fait principalement Mylène, c'est que on est très multimétier et à un moment, il faut concevoir une pièce mécanique qui, du point de vue électrique, doit faire ça, du point de vue du feu, doit faire ça pendant 30 secondes, etc. Et puis, on travaille la géométrie pour que les gaz puissent s'évacuer. Quand ils s'évacuent, je ne risque pas de fragiliser ma barrière par rapport à l'isolation électrique. Donc, c'est une conception globale système. En fait, il y a deux spécificités vraiment importantes quand on travaille finalement sur la conception des packs batteries et l'électrification des véhicules. C'est ce que vous ont dit plusieurs fois Boris et Mylène, qui est qu'on a besoin d'un profil de mission. Et ça, c'est très inhabituel. Avant, les constructeurs automobiles, ils faisaient une voiture, ils ne se préoccupaient pas de ce qu'on allait faire de la voiture. Dès qu'on électrifie une application, il faut se préoccuper de ce qu'on va faire du véhicule dans l'application et donc quel est son profil de mission. La deuxième chose, c'est quand on conçoit le pack batterie, je ne peux pas dire je conçois l'électronique d'un côté, la mécanique de l'autre, la thermique du troisième. Je fais une conception globale système avec l'ensemble des paramètres, d'où l'importance de ne pas me planter en début de projet dans toutes les contraintes
du cahier des charges. Et quand je fais la conception de système, je suis obligé, au niveau de la conception de chacune de mes pièces, de mes électroniques, de prendre en compte l'ensemble des contraintes. Il faut que l'électronique fonctionne encore et soit protégée si je condense un pack batterie. Il faut que ça n'arque pas, je n'ai pas de défaut d'isolation d'électrique si j'ai un accumulateur qui commence à avoir un souci, si j'ai par exemple un peu d'électrolyte qui coule. Il y a plusieurs autres questions un peu sur le même thématique. Il n'y a pas de meilleure réponse pour un pack batterie. Le pack batterie, c'est, comme disait bien Daniel, c'est une conception multiphysique, multimétier, et on ne pourra jamais vous dire pour telle application, c'est tel type de cellule, tel matériau, c'est vraiment du cas par cas, du compromis. C'est du compromis système. Donc, quand on optimise l'optimisation d'un système n'est jamais l'optimum de toutes les parties. Oui. Donc, c'est une optimisation globale. Ouais, je pense que c'est vraiment le message à retenir. Ouais. Donc, on a des ingénieurs spécifiques, donc des ingénieurs dans le métier et l'optimisation système. Merci beaucoup. Mais je propose en fait qu'on clôture le webinaire sur cette conclusion qui fait un bon récapitulatif. Donc, il y a encore effectivement quelques questions dans le chat. J'invite les personnes qui ont émis des questions à regarder si elles sont en capacité de venir au Challenge Flash, où là, pour le coup, vous allez pouvoir vraiment creuser les différentes questions avec les experts. Donc, gardez bien la date du 26 mai. Ce webinaire donc, est enregistré et sera disponible également en replay. Je voudrais remercier nos intervenants pour la qualité de leur présentation et leur disponibilité. Merci à vous pour votre attention. Et puis merci à toute l'équipe technique derrière qui a préparé ce webinaire, notamment au niveau de la communication, des envois des mails, etc. Ça n'aurait pas été possible sans eux. Parfait, merci beaucoup à tous. Bonne journée et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir.